Bonjour à tous. Donc, je vous propose de commencer. Et je suis donc Marine de Sury, directrice de mission au SIGREF et co-coordinatrice du Hub France Gaia X. Et j'ai le plaisir d'animer cette plénière dont l'objectif est d'élaborer comment l'IA favorise la compétitivité et la performance au service de l'entreprise et de l'administration publique. Et j'ai le plaisir d'accueillir pour cet échange Bruno Maisonnier. Donc après... Merci. Après une carrière internationale dans l'informatique et la banque, à des postes de direction générale, eh bien, vous fondez en 2005 Aldébaran Robotics, qui est pionnière de la robotique humanoïde. Et donc, vous connaissez tous, je pense que vous avez tous rencontré Nao, Pepper ou Plateau. Et vous êtes aujourd'hui CEO et fondateur d'Another Brain, que vous avez créé en 2017. Et c'est une entreprise qui est pionnière dans le développement d'une intelligence artificielle bio-inspirée. On verra ça tout à l'heure. Et Olivier Bousquet, donc vous êtes à la tête de 2 équipes de recherche en IA chez Google DeepMind. Et il y a une équipe qui travaille sur l'IA appliquée aux mathématiques et qui étudie plus particulièrement le raisonnement progressif. Et une autre équipe qui travaille sur l'extraction des données les plus pertinentes au sein d'une masse gigantesque d'informations. Donc notre échange, il va s'articuler en 3 temps. Un temps pour Olivier puis Bruno de développer votre réflexion sur ce sujet. Ensuite, il y aura un temps de dialogue entre vous deux. Et puis enfin, un temps de questions-réponses. Voilà. Donc on va commencer avec vous, Olivier. Donc on connaît la difficulté d'identifier les évolutions futures, radicales et disruptives. Et il est en effet plus facile de tirer des traits à partir de choses qui existent que d'imaginer des ruptures du futur. Et cependant, selon Winston Churchill, plus vous saurez regarder loin dans le passé, plus vous verrez loin dans le futur. Et je sais que vous partagez ce point de vue pour nourrir, de regarder le passé pour nourrir les travaux du futur. Et pourriez-vous nous en dire plus ? Avec plaisir. Alors, tout d'abord, merci de m'avoir invité. C'est un plaisir d'être ici. Et effectivement, comme vous le dites, on demande souvent donc, moi, je fais de la recherche en intelligence artificielle, donc mon travail, c'est aussi d'anticiper un peu ce qui va se passer dans le futur. Mais quand on regarde le passé, on s'aperçoit que c'est très difficile de prédire l'avenir. Et alors, je vais vous citer quelques exemples de ça. Si on commence par exemple, la difficulté à prédire même la direction que prennent les technologies. Pour ceux qui, comme moi, étaient adolescents dans les années 70-80, on rêvait que les années 2000 seraient les années de la voiture volante, du voyage spatial, qu'on irait tous sur Mars comme on va en vacances au bord de la mer. Or, pas du tout. 50 ans après, on n'est toujours pas retourné sur la Lune. On ne s'est même plus retourné sur la Lune. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que c'est les technologies de l'information qui ont connu un essor exponentiel, ceux qui n'avaient pas du tout été anticipés. Donc c'est difficile déjà de prédire dans quelle direction les choses vont évoluer. Ensuite, c'est difficile de prédire à quelle vitesse elles vont évoluer. En 1957, Herbert Simon, un des pionniers de l'intelligence artificielle, disait « D'ici 10 ans, les machines vont battre les hommes aux échecs ». Il a fallu 40 ans. Ce même Herbert Simon, en 1965, disait « Dans 20 ans, je pense que les machines seront capables d'effectuer toutes les tâches que les hommes sont capables d'effectuer. » 60 ans plus tard, on n'y est toujours pas, on s'en approche, on espère que ça va bientôt arriver, mais on en est encore loin. Donc, tout ça pour dire que c'est aussi difficile d'anticiper à quelle vitesse les choses vont évoluer. Et le troisième point, c'est que il faut pas simplement, quand on essaye d'anticiper l'avenir, il ne faut pas simplement essayer d'extrapoler la nature des technologies, mais il faut aussi essayer d'extrapoler la façon dont elles vont intervenir dans le quotidien. Un exemple de ça, si on regarde par exemple la vidéoconférence.
il y a 20 ans, quand je suis arrivé chez Google, on utilisait déjà, pour toutes nos réunions, des vidéoconférences. On n'utilisait pas du tout de téléphone, ce qui était un peu avant-gardiste à l'époque. Mais alors évidemment, ce n'était pas très pratique, il fallait des salles spéciales, il fallait beaucoup de bandes passantes, etc. Donc c'était assez peu commun dans les entreprises d'utiliser cette technologie. Pourtant, elle était là. Et elle n'a pas beaucoup changé, c'est juste qu'elle est devenue plus facile d'utilisation, plus souple, plus fiable, etc. Et donc il a fallu 20 ans finalement, et le Covid, pour que ça se déploie complètement. Et donc, si on avait dit il y a 20 ans, quel est le futur de la vidéoconférence, plutôt que de dire ça sera de la conférence en 3D, je ne sais quoi, finalement c'était juste la même chose, mais partout. Donc je pense que, pour revenir maintenant à notre sujet de l'IA actuellement, je pense que c'est important d'une part, et on va en parler, d'extrapoler ce qui va potentiellement se passer, comment la technologie elle-même va évoluer et les choses incroyables qui vont se produire dans le futur, mais aussi de se dire, cette technologie qu'on a là maintenant, qu'on connaît déjà, qu'est-ce qui va se passer quand cette technologie sera partout et complètement intégrée à nos modes de vie quotidiens. Et je pense que ça, c'est un aspect important qu'il ne faut pas négliger. Il ne faut pas juste se dire quand on aura des robots qui vont faire notre vaisselle, etc., mais aussi se poser la question de comment, et je pense que c'est pertinent dans le contexte de l'entreprise, comment cette technologie, même telle qu'on la connaît, va se répandre, s'intégrer de façon complètement transparente à tous nos usages quotidiens. Merci beaucoup. Et alors, est-ce que vous pourriez aussi nous présenter l'objet des travaux que vous menez actuellement et que vous dirigez, et quels en sont finalement les objectifs, les cibles visées, et éventuellement les freins? Tout à fait. Alors, comme vous l'avez dit, donc je travaille sur ce qui s'appelle le raisonnement et l'automatisation et l'amélioration des capacités de raisonnement de ce qu'on appelle les LLM, les grands modèles de langage, et avec deux axes, les mathématiques. Alors, pourquoi les mathématiques? Il se trouve que vous avez sans doute entendu parler de AlphaGo, ce système qui a battu les humains au Go. Finalement, c'était une façon d'évaluer la capacité de l'intelligence artificielle à faire du raisonnement dans le cadre limité du Go. Maintenant, par extension, on se dit que les mathématiques, c'est un bon domaine pour justement essayer de pousser la technologie le plus loin possible pour faire du raisonnement avancé. Et on est capable maintenant de transformer le fait de faire une démonstration mathématique sous la forme d'un jeu, finalement, où on essaye d'appliquer des règles de raisonnement à chaque étape de façon arborescente. Et à partir de là, on est capable d'entraîner une machine qui va essayer de faire des démonstrations mathématiques. Et à chaque fois qu'elle va réussir à démontrer un théorème, elle va se renforcer, apprendre un peu plus à faire ça de mieux en mieux. Et donc, on a cette capacité de générer automatiquement des données d'entraînement pour la machine. Donc ça, c'est une première direction. Alors, certains pourraient penser que les mathématiques sont déjà complètement résolues. Or, ce n'est pas du tout le cas. La recherche en mathématiques est très active. Il y a des tas de conjectures, de problèmes non résolus en mathématiques. Certains sont très faciles à énoncer. Je ne sais pas si vous avez vu le film « Le théorème de Marguerite », dans lequel on présente la conjecture de Goldbach. Très simple à énoncer, c'est que le fait que tout nombre entier pair peut s'exprimer sous la forme d'une somme de deux nombres premiers. Bon, très simple à dire, n'importe qui peut comprendre cet énoncé, mais très compliqué à démontrer. Personne n'a réussi à le démontrer jusqu'à présent. On peut vérifier ça de façon automatique sur très loin, mais on n'est pas capable de le démontrer que c'est vrai jusqu'à l'infini. Donc voilà un exemple. Après, il y a des milliers et des milliers de telles conjectures, et on espère qu'avec l'IA, on va pouvoir accélérer la recherche en mathématiques, arriver à démontrer certaines de ces conjectures. Maintenant, pourquoi faire ça? À quoi ça sert? Alors, d'une part, ça permet de pousser la technologie, mais d'autre part, ça permet d'explorer des capacités, des skills, je dirais, donc des caractéristiques qui permettraient d'être appliquées à d'autres domaines. Vous avez parlé de cette deuxième équipe que je dirige sur l'extraction de connaissances. Les mêmes technologies de raisonnement peuvent être appliquées à la situation où on a un corpus de données assez grand et
Alors, pour l'instant, on fait ce qui s'appelle le RAG, le Retrieval Augmented Generation, donc qui consiste à dire, bon, ben, j'ai une question à poser, j'ai des documents, je veux aller chercher le document pertinent qui me permet de répondre à cette question de façon automatique. Sauf que dans certaines situations, la réponse n'est pas dans un de ces documents, mais elle est dans l'intersection des documents. Un exemple simple, c'est sur lequel on travaille, c'est la situation où on a des études cliniques, par exemple, ou un corpus de recherche médicale, où des tas d'expériences ou d'analyses ont été faites. Maintenant, on peut poser des questions, dire quel a été le résultat de telle expérience, etc. Bon, ça c'est le RAG. Mais ce qu'on veut faire, c'est essayer de croiser toutes les données qui sont dans tous ces documents pour en tirer une connaissance nouvelle, pour par exemple suggérer une nouvelle expérience à réaliser qui permettrait de croiser des informations de plusieurs expériences qui ont été faites. Et donc ça, c'est pas simplement donner à la machine les documents et lui dire, bon, bah, essaye de retrouver le document qui permet de répondre à la question, mais c'est faire à la machine raisonner, la faire raisonner sur ces documents pour en extraire une information qui n'est pas ou qui est implicite dans ces documents. Donc ça, c'est une des applications de ce genre de technologie. Merci beaucoup. Et est-ce que vous pourriez également nous présenter, enfin nous montrer, quand on extrapole les travaux de recherche que vous faites actuellement et puis ceux de vos pairs, quelle est votre vision quant à l'évolution des cas d'usage d'IA à l'horizon 2040 ? Qu'est-ce que vous entrevoyez comme grande tendance pour l'IA ? Alors, comme je le disais, c'est toujours un peu difficile d'extrapoler, mais alors faisons un peu l'exercice. Je pense que dans un premier temps, il faut se dire, voilà, la technologie va devenir beaucoup moins chère, beaucoup plus facile d'accès, beaucoup plus portable. On va avoir la capacité d'avoir des modèles qui tournent sur des téléphones portables, dans des lunettes, dans son lave-linge, partout. Et donc, déjà, on peut se projeter un peu sur, avec cette technologie, quand elle est partout, qu'est-ce qui va se passer ? Je ne sais pas si vous avez vu le film Her, où l'acteur principal a des lunettes avec qui il converse. Donc on peut imaginer, on a des lunettes, c'est déjà quasiment le cas, mais des lunettes qui voient tout l'environnement auquel on a accès et qui peuvent en permanence suggérer de l'assistance. Quand vous êtes en train de discuter avec quelqu'un, vous suggérez des idées. Voilà, si j'avais des lunettes maintenant, je pourrais avoir un prompteur là, qui me dit comment répondre aux questions, etc. Si je suis devant mon lave-linge, je peux imaginer que voilà, je dis quel programme je dois utiliser pour laver ça, et il me guide, il me dit sur quoi appuyer, etc. Voire même le lave-linge lui-même a de l'IA et je peux lui parler. Donc ça, c'est voilà, ce qu'on peut imaginer à court terme avec cette intégration dans tous les objets qui nous entourent. On peut imaginer aussi, alors peut-être plutôt dans le monde de l'entreprise, une sorte d'assistant universel, quelque chose qui a accès à vos emails, à votre agenda, qui sait que quand quelqu'un vous envoie un email pour dire je veux prendre un rendez-vous, il a déjà commencé à négocier avec l'agent correspondant de la personne pour caler un rendez-vous. Donc vous arrivez le matin, il vous dit voilà vos rendez-vous que j'ai calés, voilà ce que vous avez à faire, j'ai déjà répondu à tel et tel email, maintenant il faut faire ça, il faut voir telle personne, etc. Donc ça, je pense qu'on y est quasiment déjà. Maintenant, il y a une question d'adoption, évidemment, de facilité d'usage, d'intégration dans les outils, etc. Mais ça, c'est un peu le court terme. À moyen terme, je pense qu'il faut aussi anticiper des changements profonds dans certains domaines qui se prêtent très bien à ce que l'IA est capable de faire. Donc, deux exemples, la santé et l'éducation. Dans la santé, on a déjà des premiers travaux de diagnostic automatique ou d'aide au diagnostic. Donc je pense qu'on peut imaginer que dans quelques années, les médecins auront accès à une base de connaissances ou à un outil de diagnostic très puissant. Donc n'importe quel médecin aura la capacité de produire le meilleur diagnostic possible en utilisant ces outils.
dans la recherche médicale, le développement de nouvelles molécules va s'accélérer. Donc, il va y avoir une transformation assez profonde de la façon et de la vitesse à laquelle la médecine avance, ce qui est plutôt une bonne nouvelle pour tout le monde. Dans l'éducation, de la même façon, nos enfants l'utilisent déjà beaucoup, mais c'est vrai qu'on a la possibilité, qui n'est pas encore complètement exploitée, d'avoir un tuteur qui a le tuteur idéal pour chacun des enfants. C'est-à-dire qu'on pourrait chacun peut avoir un tuteur qui va l'accompagner, qui va lui proposer des exercices parfaitement adaptés à ses connaissances et à son niveau, lui faire un cursus personnalisé et l'amener un tuteur qui est meilleur que n'importe quel professeur qui existe sur Terre. Et ça, on a déjà ça, c'est juste qu'on ne sait pas trop comment le déployer, le mettre en œuvre, etc. Il y a tout un tas de questions qui se posent, mais je pense que ça, il n'y a pas de raison que dans 5 ou 10 ans, l'éducation soit complètement bouleversée avec ces technologies. Enfin, à plus long terme, et là on est un peu dans le flou peut-être, et c'est ça qui est amusant, c'est que pour l'instant on a réussi à automatiser des tâches de nature plutôt intellectuelle plutôt que des tâches manuelles. Mais on pense que d'ici 10-15 ans, la robotique va faire des sauts gigantesques et on va pouvoir avoir ce dont on rêvait dans les années 70, c'est-à-dire des robots qui sont capables de remplir un lave-vaisselle, d'accompagner, ou de faire la cuisine ou je ne sais quoi, et ce qui est aussi très bien pour une société vieillissante et pour l'aide à la personne, où on voit bien qu'on va avoir un manque de main-d'œuvre assez criant. Mais pour l'instant, je dirais, si vous avez un conseil à donner à vos enfants, c'est plutôt de travailler dans des domaines où la tâche est manuelle plutôt que dans des domaines où c'est du service basé sur des informations textuelles. Parce que c'est vrai que pour l'instant, le traitement des informations textuelles a été largement conquis, on va dire, ou est en train d'être conquis par les machines. Merci Olivier. Et également une question pour savoir comment s'articule la recherche Google et sa... Là, la question c'est de ça. Oui, merci Bruno. Merci Olivier, pardon. Donc comment s'articule la recherche Google et la mise en œuvre opérationnelle de cette recherche dans des cas d'usage pour les employés, pour les solutions de Google. Comment est conciliée la recherche sur le long terme avec la stratégie à l'horizon 10-15 ans chez Google? C'est une bonne question et je dirais qu'en fait, elle n'est pas articulée et c'est par choix. C'est-à-dire qu'il y a 2 grands principes de découplage chez Google. Le premier principe, c'est de découpler l'utilité et la rentabilité. C'est-à-dire que quand on conçoit un produit chez Google, on se pose la question de est-ce qu'on va être capable de concevoir quelque chose qui est utile au plus grand nombre de gens possible. La question de sa rentabilité, de savoir si on va pouvoir le monétiser, combien ça nous coûte, combien ça va nous rapporter, on ne se la pose pas du tout. Et je dis souvent, dans ma carrière chez Google, je n'ai jamais vu un seul budget, ce qui est assez surprenant. Et pourtant, j'ai conçu et développé des tas de produits. Et c'est par choix. C'est-à-dire qu'on veut absolument se poser la question d'abord de est-ce qu'on est capable de faire quelque chose d'utile. Et la monétisation vient après. Ça, c'est le premier découplage. Le deuxième découplage, c'est entre les produits et la recherche. De la même façon, quand on fait de la recherche chez Google, on se pose la question de est-ce qu'on est capable de résoudre un problème scientifique intéressant avant de se poser la question de si ce problème scientifique va avoir une application qu'on va pouvoir transformer en un produit. Alors, 2 exemples de ça. Dans le cas du découplage entre la rentabilité et l'utilité, Gmail, c'est un peu l'exemple standard. On s'est dit, on va lancer Gmail sans savoir si on allait pouvoir en tirer un bénéfice quelconque. Ou NotebookLM, je ne sais pas si vous utilisez NotebookLM, voilà, c'est un outil d'IA qui permet de synthétiser des documents et d'en faire un podcast. Voilà, on a lancé ça parce qu'on s'est dit, tiens, ça peut être utile, des tas de gens l'utilisent, c'est gratuit, on se posera la question un jour de savoir si on peut en tirer un bénéfice ou pas. Et pour ce qui est de la recherche, un bon exemple, c'est
les récents travaux sur AlphaFold, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, qui ont donné lieu, d'ailleurs, deux de mes collègues ont eu le prix Nobel de chimie grâce à ça. Et donc là, la question, c'était est-ce qu'on est capable, avec nos technologies d'IA, de résoudre ce problème scientifique majeur qui est la prédiction de structure des protéines. Et il se trouve que c'était possible, mais on ne s'est pas posé la question de est-ce que ça va pouvoir faire un produit Google ou pas. Alors ensuite, on l'a déployé, on le met à disposition des scientifiques parce qu'on pense que c'est utile. Mais donc voilà, c'est toujours cette idée de... On essaye de se fixer des objectifs ambitieux, de résoudre des problèmes qui nous semblent pouvoir déboucher sur des choses qui ont un impact sur la société positif. Et ensuite, en deuxième volet, on se pose la question de est-ce qu'on peut en faire un produit, est-ce qu'on peut le monétiser, etc. Merci beaucoup, Olivier. Pardon. Merci beaucoup, Olivier. Et non, alors, sinon, Bruno, tu vas encore me remercier. Oui, donc, Bruno, tu es reconnu pour ta contribution significative dans la robotique humanoïde. Elle a commencé il y a plusieurs décennies. Et actuellement, elle connaît un fort développement avec plusieurs entreprises innovantes qui développent des solutions avancées dans ce domaine. Et tout d'abord, qu'est-ce que tu retires de ton aventure d'entrepreneur avec Aldebaran Robotics? Bonjour à tous. Je n'ai pas de message à passer, moi, globalement. Hein. La seule chose qui m'importerait, c'est qu'à la sortie, chacun d'entre vous se dise « Tiens, j'ai appris un truc ». Donc voilà, donc ce qui m'intéresse, moi, c'est la phase questions-réponses qu'on va avoir après. Et tout le but avant, c'est de créer le contexte pour que vous sachiez quelles questions éventuellement poser et tout. Moi, dans ma vie, j'ai eu plusieurs phases, comme tout le monde. J'ai eu une phase dans laquelle j'ai créé Aldebaran Robotics, une entreprise qui faisait des robots. Je l'ai créée en 2005 à 47 ans, 48 ans. Et toute la phase de ma vie d'avant, c'était une préparation pour ça. Parce que je savais que je voulais créer une entreprise qui ferait des robots humanoïdes. Je savais que ça ne serait pas facile, donc j'aurais besoin de tout un tas de trucs. J'étais totalement béotien, blanc-bec, connaissant rien au monde du business, de l'entre-gens, etc. Donc toute la première phase de ma vie, ça a été pour me préparer à ça. Et en particulier dans cette phase-là, j'ai été DSI dans le groupe Crédit Agricole. Donc je connais un peu des sujets comme ça. J'ai eu mon patron qui s'est fait prendre dans un coin par IBM parce que j'ai été le premier à déployer des PC dans une banque au Crédit Agricole du centre-est à Lyon, enfin du sud-est à Lyon, ça s'appelait à l'époque. On a été les premiers à mettre des PC dans un réseau bancaire et j'hésitais entre IBM et puis le concurrent de l'époque. Et évidemment, on m'a expliqué, on m'a fait comprendre que j'étais un jeune blanc-bec, que je ne savais pas de quoi je parlais, qu'il fallait prendre IBM, qu'IBM serait toujours derrière les boîtes, enfin des choses que vous connaissez tous, DSI. Voilà, on a tous vécu des choses comme ça. Après, j'ai créé Aldebaran 2005. C'est une aventure qui a duré 10 ans, une aventure entrepreneuriale géniale, où on est parti de 0, dans un endroit où il n'y avait pas de robots humanoïdes, dans un monde où il n'y avait pas de robots humanoïdes. La robotique était très peu reconnue en dehors de la robotique industrielle. Et tout le monde m'expliquait que c'est une connerie, que c'est pas ça qu'il fallait faire, que, enfin bref, voilà. Et moi, c'est ça que je voulais faire. J'étais convaincu que c'est ce qu'il fallait faire. Ça a duré 10 ans, pendant laquelle, comme dans toute aventure entrepreneuriale, il y a eu des hauts et des bas, des très hauts et des très bas. Quand je dis des très bas, quand vous êtes entrepreneur, vous passez parfois des nuits à vous imaginer que dans les étapes suivantes, vous pouvez vous retrouver SDF, parce que vous avez mis tout votre patrimoine, et celui de la famille, etc., en jeu, et que vous pouvez réellement vous retrouver SDF. Voilà, donc ça, c'est les très bas quand on est entrepreneur, et puis les très hauts, c'est quand ça se passe bien, etc. Bon, moi, ça s'est très bien terminé, donc voilà, je suis content rétroactivement, parce que ça s'est terminé sur un haut. On a eu des tas de succès, on est devenu leader mondial des robots humanoïdes. On a battu Sony, qui avait des robots super. On a battu Microsoft, qui s'était lancé pendant un moment dans la robotique avec une offre MSRS. Et on a battu Google, qui a décidé pendant un moment de faire les robots compagnons. Ils ont racheté toutes les boîtes de robotique. Mais c'est pas eux qui sont devenus leaders mondiaux et qui ont fait le truc. Voilà. Et donc, on est monté une entreprise jusqu'à 600 personnes. Et à un moment, j'ai eu besoin de lever des capitaux, comme toute entreprise qui marche bien. J'ai cherché et j'ai pas réussi à convaincre en France. Le seul que j'ai réussi à convaincre, c'est SoftBank, le japonais. Et donc, l'entreprise a basculé après au Japon. Mais dans une logique, entre guillemets, positive d'entreprise et d'entrepreneur, parce que j'en suis bien sorti. Mais j'aurais préféré réussir à convaincre des Français.
Mais je ne crie pas contre la France et je ne dis pas c'est pas bien, c'est moi qui n'ai pas réussi à convaincre des investisseurs français. Voilà, donc ça a été l'aventure Aldébaran et c'est génial. Depuis, avec l'argent que j'ai gagné, j'ai créé d'autres entreprises, j'ai co-créé une quinzaine de startups dans le spatial, dans plein de domaines. Et le seul message que j'ai envie de dire à ceux qui se posent des questions d'entrepreneurs, non, c'est pas un message, mais ma conviction, c'est en fait, il y a un seul moment qui est difficile quand vraiment on veut se lancer, c'est de prendre la décision. Une fois qu'on a pris la décision, ben, on est dedans, on n'a plus le choix, on fait avec, on fait au mieux. Donc le seul moment, mais c'est vrai dans la vie, vous décidez de faire un marathon, le moment le plus difficile, c'est de prendre la décision, parce qu'après, vous y allez, quoi. Le moment, c'est de prendre la décision. Et si vous hésitez, si vous avez envie, ben, lancez-vous. Après, vous ferez en sorte que ça marche. J'ai brodé un peu large. Mais... Ouais, non, mais merci beaucoup. Et alors maintenant, ce que j'ai cru comprendre, c'est que le manque réel de l'intelligence des robots humanoïdes eh bien, a pour effet de limiter leur interaction. Et vous avez créé une nouvelle entreprise, Another Brain, avec une conviction concernant l'intelligence artificielle. Alors, quelle est-elle et pourriez-vous nous en dire plus? Oui, bien sûr. Les robots Nao et Pepper humanoïdes que vous pouvez avoir vus, ils sont à la fois géniaux, mais en même temps, ils sont totalement frustrants et stupides. Enfin, la première chose que quelqu'un fait face à un robot humanoïde, c'est hey, « coucou robot, je suis là ». Et le robot, il regarde à côté en répondant de travers. Vous comprenez tout de suite qu'il n'est pas conscient. Vous comprenez tout de suite que ce truc-là n'est qu'un automate programmé. Et si on veut que la programmation soit bien faite, il faudrait qu'elle soit bouclée sur des boucles de réaction, enfin une compréhension minimale de l'environnement, quoi. Et c'est pas facile parce que le monde réel est complexe. Il y a une espèce d'idée générale qu'on est dans un monde numérique, digital, et que tout est digital et numérique, etc. Avec la difficulté dans les robots humanoïdes et dans les robots, c'est l'IA, c'est la partie software, etc. Fuck, c'est pas du tout ça. Le monde réel, il est concret, il est tangible, il est dur. Quand vous êtes quelqu'un qui fait comme ça devant un robot, en fait, c'est pas comme ça que ça se passe. Vous avez 15 personnes en général qui font tous des grands gestes, etc. Puis vous avez un arrière-plan, un background où il y a aussi des tas de choses. C'est compliqué de comprendre dans tout ce qui se passe dans la réalité. Ou si j'ai un robot humanoïde qui se balade chez moi, dans la chambre de ma fille, ben dans la chambre de ma fille, c'est comme dans la chambre de n'importe quel enfant. Il y a des jouets, il y a des chaussettes, il y a des trucs, il y a des vieux pantalons qui traînent dans tous les sens. Enfin, c'est une ado. Donc c'est le bordel. Le vrai monde, il est compliqué, il est complexe, le vrai monde. Et la difficulté, c'est d'avoir des objets ou des choses qui peuvent interagir avec ce vrai monde complexe. Et on peut essayer de dire, on va intellectualiser tout ça, il faut que le robot comprenne tout. Puis dans la vraie vie, ça se passe pas comme ça. Enfin, la moindre souris ou la moindre fourmi est capable de marcher dans un monde complexe, irrégulier, sans avoir de l'intelligence. En fait, il vaut mieux avoir des systèmes mécaniques réactifs, il vaut mieux avoir de la décentralisation, même au niveau des modes de fonctionnement des objets et des choses. Donc le vrai monde est complexe, il est dur et tout, et la vraie difficulté, c'est le hardware. Alors moi, quand j'avais ça, donc je reviens sur la trame, je me suis rendu compte donc qu'on avait besoin de donner quand même une capacité à comprendre ce qui se passe autour au robot. Et donc moi qui suis pas quelqu'un d'IA, je suis pas du tout quelqu'un de ce domaine-là, j'ai commencé à m'intéresser au domaine de l'IA pour ça. Au passage, j'étais pas du tout un mec de robotique, hein. C'était pas mon background, j'ai pas fait d'études en robotique, j'ai pas de PhD en robotique, et les 15 premiers salariés d'Aldébaran qui ont réussi à faire les éléments importants, il n'y en a pas un qui était un PhD en robotique. On avait rencontré les labos de robotique, bien sûr, les labos de recherche, qui nous avaient tous dit, mot pour mot, mais pour qui tu te prends, petit con, à croire que tu vas réussir à faire un truc, alors que nous, ça fait 15 ans qu'on essaye, alors que Sony n'a pas réussi avec tous les moyens de Sony, voilà. Mais j'avais rencontré le CNRS, le CEA, j'avais rencontré le Fraunhofer, j'avais rencontré l'EPFL à Lausanne. Et tous ces gens-là m'ont dit, non mais... quelle prétention. Voilà. Donc ok, merci les mecs, donc on va faire, et du coup on a fait à notre façon. Moi j'avais plutôt embauché des bricoleurs qui étaient dans des clubs de robotique d'écoles d'ingénieurs. Vous savez, les gens qui sont ensemble à faire un petit robot à la con qui fait des trucs, enfin peu importe quoi, mais qui a fait son système génial de vision, de caméra et tout, et il se passe rien parce que c'est mal branché avec les batteries, avec les systèmes d'alimentation, et que dans un robot, c'est la transversalité et l'intégration qui est plus importante que d'être bon sur chacun des sujets. Ce que nous, on avait vu à l'époque d'Aldébaran en comparant avec Honda, qui avait un robot
génial. Il coûte 150 millions de $. Ils avaient une équipe d'ingénieurs où il y avait les meilleurs en vision, les meilleurs en toucher, les meilleurs en moteur, les meilleurs en contrôle commande, etc., etc. Mais vous mettez plein de meilleurs côte à côte, ben, ça fait pas une équipe de foot qui marche bien. On a vu ça, nous, hein, en Afrique du Sud. Il suffit pas d'avoir que des bons côte à côte, il faut que tout ça soit intégré. Voilà, donc c'était ça la difficulté dans le truc. Et donc, ne connaissant rien à la robotique, on a adopté notre chemin, notre propre chemin, et on a réussi comme ça. Dans l'IA, c'est le même sujet. J'ai commencé à regarder pour mettre de l'IA dans les robots. J'ai regardé tout ce qui existait avec le deep learning à l'époque et avec tout ce qui existait. J'ai vu qu'il y avait zéro intelligence là-dedans. C'était puissant, c'était génial. Je dénigre pas du tout, hein, mais il y a zéro intelligence. Et moi, je me suis dit, mais mince, moi, dans les robots, j'ai besoin d'avoir une intelligence réelle. Donc, j'ai commencé à regarder, à creuser, à bouquiner. Et un jour, je suis tombé sur un livre qui s'appelle On Intelligence de Jeff Hawkins et qui était un bouquin brillant dans lequel il a une première partie du livre où il explique l'état de l'art de ce qu'on sait sur le fonctionnement du cerveau et une deuxième partie où il en tire des conséquences pour faire une IA. Bon, les conséquences qu'il en a tirées, ça fait 20 ans qu'il est dessus, il a toujours rien réussi à en faire, donc voilà, je vais les parler. Par contre, la première partie, l'état de l'art du cerveau, j'ai découvert qu'en fait, on savait plein de choses sur le cerveau et sur le fonctionnement de l'intelligence qui n'étaient pas utilisées dans l'IA. C'est ça qui m'a amené à créer l'entreprise Another Brain, parce que j'ai commencé à plonger là-dedans et je me suis dit, mais en fait, moi aussi, je suis capable de faire ça, il n'y a pas de raison. Et voilà, et on est en train de trouver, on a maintenant trouvé une modélisation du fonctionnement de l'intelligence, de comment fonctionne l'intelligence et sa modélisation. Et comme toujours avec la nature, il y a beaucoup de choses qui sont optimisées, rusées, mais il n'y a pas d'invention mirobolante. C'est pas un truc aussi compliqué que ce qu'on veut bien le penser. Et la conséquence, c'est qu'on est en train de le réaliser. Et nous, on a un objectif, une échéance, pour montrer un démonstrateur qui développe réellement l'intelligence telle qu'on la pense, c'est-à-dire une vraie intelligence qui fonctionne comme celle du cerveau, avant la fin de cette année. On vise mes équipes internes, je leur ai dit juillet, là maintenant, parce qu'on a un conseil d'administration en juillet, mais si c'est octobre, ça le fera aussi. Voilà, donc on en est là. Et du coup, nous, notre principe, c'est de dire tous les fonctionnements des IA, des LLM, etc. sont basés sur les réseaux de neurones, comme si le cerveau était un gigantesque réseau de neurones, donc des neurones partout connectés dans tous les sens, ce que je ne crois pas, je ne le vois pas comme ça, moi, et quand je vous en parlerai, vous comprendrez ce que je veux dire. Et si on regarde l'organisation du cortex, c'est super. L'essentiel des fonctions cognitives sont faites dans le cortex, les deux hémisphères. Les hémisphères, c'est quoi? C'est une espèce de toile cirée, grande comme ça, de 65 cm de diamètre, 2 mm d'épaisseur, qui est froissée pour tenir dans le crâne. C'est pour ça qu'on a toutes les circonvolutions et tous les trucs. Et il n'y a pas deux personnes chez qui les replis sont les mêmes d'ailleurs, hein. Voilà, c'est froissé pour tenir dans le crâne. Et l'essentiel des fonctions d'intelligence et de cognition sont portées par ce cortex. Maintenant, si vous regardez au microscope électronique le cortex, bien sûr qu'il y a plein de neurones, mais ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas des neurones connectés en vrac comme un gigantesque plat de spaghettis. C'est des neurones regroupés en petites colonnes. Il y a des petites colonnes qui font 100, 110 neurones, toutes les mêmes, réparties côte à côte. Il y en a 200 millions sur tout le cortex, et il n'y a que ça dans le cortex. Vous avez 200 millions de petites colonnes de 110 neurones connectés ensemble, toutes les mêmes, voilà, et qui font tout. Il y a un endroit dans ce système où arrive le nerf optique indirectement à travers le thalamus, peu importe, arrive le nerf optique, la zone en question traite de la vision. Puis il y a un autre endroit où arrive le nerf auditif, la zone en question traite de l'audition. Mais si vous prenez à la naissance des embryons, même avant, de souris, de furets, ça a été fait ces expériences, on coupe les deux et on les croise. On fait arriver le nerf optique dans la zone du cerveau qui est censée traiter de l'audition. Et puis ça marche exactement pareil. C'est-à-dire qu'on sait... Cette notion de petite colonne corticale, c'est le prix Nobel de médecine de 1981. C'est au siècle précédent, hein. On sait depuis ce moment-là comment est structuré le cortex. On sait que les fonctions cognitives, c'est essentiellement dans le cortex. On sait que ces colonnes corticales qui traitent tout, c'est-à-dire tous les sens, la perception, l'action, la stratégie, les réflexions, sont traités par ces micro-colonnes corticales, espèce de master algorithme ou espèce de couteau suisse de la cognition, et qu'elles sont toutes pareilles, rigoureusement pareilles. Et tout ça, on le sait, c'est de la science connue, hein, c'est pas nous qui avons inventé tout ça. À partir du moment où on sait ça, on se dit, tiens, mais moi je vais faire un couteau suisse, je vais essayer de trouver comment ça marche, je vais en faire un, puis après, en fait, je vais faire une intelligence générale, quoi, qui marche comme le cerveau. Voilà, donc évidemment, ce n'est pas très facile de passer de ce couteau suisse A, mais c'est beaucoup plus facile que d'imaginer traiter la globalité. Et pour tous ceux qui sont dans l'électronique ou le hardware, c'est comme si je vous disais, un PC, qu'est-ce que c'est? Un PC, c'est plein de circuits intégrés, et un circuit intégré, c'est que des transistors.
Donc finalement, un PC, c'est un gigantesque réseau de transistors. Et c'est vrai, on peut dire que ça, un PC, c'est un réseau de transistors. Et si je vous montre les modes de fonctionnement, les courbes de fonctionnement d'un transistor, et je vous dis, bah tiens, à partir de ça, tu peux m'expliquer comment marche un PC, c'est impossible. Le saut conceptuel est trop gigantesque, c'est impossible. Vous avez le même phénomène dans le cerveau. Vous pouvez dire, le cerveau, c'est un ensemble de neurones, un réseau de neurones gigantesques. L'intelligence, c'est un réseau de neurones gigantesques qu'il traite. Voilà le fonctionnement d'un neurone. Alors, on ne sait pas tout en plus sur nous, mais voilà le fonctionnement. Extrapole-moi le fonctionnement de l'intelligence. C'est impossible. Maintenant, si je vous dis, non, pas du tout. C'est comme dans un PC. En fait, vous avez des portes logiques. NAND, NOR, etc. Et vous n'avez pas beaucoup de portes logiques. Et ces portes logiques, elles peuvent être faites sous forme d'électronique et de transistors, mais elles peuvent être faites sous forme d'optique ou de biochimie. Ces portes logiques. Bon, mais si je te dis, maintenant, un PC, en fait, c'est un réseau de portes logiques. Ah ben ouais, ça, à partir de portes logiques, on est capable de faire des unités arithmétiques et logiques, on est capable de comprendre comment fonctionne un PC. Eh ben, le cerveau, pour moi, c'est pas du tout un réseau de neurones, c'est un réseau de colonnes corticales. Et ça change tout. C'est un peu comme chaque colonne corticale, je vais dire, c'est comme une abeille ou un termite dans des insectes sociaux. Vous avez un truc qui émerge des comportements. Vous prenez des termites, qui sont quand même des insectes stupides, encore plus frustres que les fourmis, c'est encore plus ancien. Vous en mettez 50 000 ensemble, vous avez des termitières qui ont l'air conditionné, qui ont des pièces plus humides, parce que c'est là qu'on met les bouts de plantes qu'on fait pourrir pour manger les champignons qu'il y a dessus. Puis il y en a d'autres qui sont au contraire plus chaudes et plus sèches, parce que là on va mettre les œufs, il ne faut pas que ça pourrisse. Putain, c'est des merveilles d'ingénierie, ça. Mais en fait, il y a zéro intelligence là-dedans. C'est un truc émergent à partir d'un système multi-agents où tous les agents sont les mêmes. Eh ben, le fonctionnement de l'intelligence, du cortex, du cerveau, va de l'intelligence, je ne parle pas du reste du cerveau, c'est pareil. Le cerveau, grosso modo, il y a 86 milliards de neurones, il y en a 19% qui servent à l'intelligence. L'essentiel de nos neurones servent à autre chose que de l'intelligence, hein. C'est l'infrastructure du corps, c'est l'immunologie, c'est enfin tout ce qu'on veut. Mais voilà. Et donc moi, je ne parle que de la partie intelligence et cortex. Voilà. Et du coup, c'est ça qu'on fait avec Another Brain. C'est une autre façon de faire de l'IA qui n'a rien à voir avec les autres IA, Deep Learning, LLM, etc. Et si on y arrive, j'espère qu'avant la fin de cette année, on aura démontré que notre voie est suffisamment puissante et c'est prospectif. Si on y arrive, on a à portée de main une IA générale, une vraie intelligence qui est capable de fonctionner et de comprendre comme le cerveau, et qui travaille avec très peu de données. C'est-à-dire, quand je dis très peu, bien sûr que pour apprendre tout un tas d'expériences, il faut être exposé à ces expériences. Mais si vous êtes exposé à chaque expérience une dizaine de fois, c'est pas pareil que si vous avez besoin d'être exposé 100 millions de fois à chacune. Donc ça change quand même les ordres de grandeur. Et puis, ce qu'on fait, on va le faire sous forme d'un chip. Un chip dont une première version Frustre a déjà été faite il y a une dizaine d'années, et on sait qu'il consommait 0,1 watt. Donc nous, on va réussir à faire un chip qui va consommer moins d'1 watt, qui va faire de l'intelligence générale et qui n'a pas besoin de phase d'apprentissage, de la phase de machine learning pour créer le réseau de neurones, etc. Donc voilà, c'est ça notre promesse, c'est ça après quoi on court, et c'est ce que fait Another Brain. Ça a été long, hein? Ouais, mais merci beaucoup. Alors, donc, en tant qu'entrepreneur multirécidiviste et fort de vos travaux de recherche menés en IA par Another Brain, eh bien, est-ce que vous pouvez nous partager les évolutions et les opportunités que vous entrevoyez, que vous voyez se dessiner à l'horizon 2040 en termes d'intelligence artificielle? Alors, c'est pas parce que je suis dans le monde de l'IA que j'en sais plus que vous là-dessus. Donc, première chose. Donc, on a chacun nos points de vue. La seule chose que je vais m'efforcer de faire ici, c'est d'être disruptif, c'est-à-dire de faire fi des langues de bois officielles, ou en tout cas de m'en abstraire un petit peu. Parce que quand on parle d'impact, par exemple, sur les jobs, tout le monde dit ouais, il y aura un impact sur les jobs, tu verras, mais il y a des nouveaux jobs qui vont être créés, et donc l'un dans l'autre, ça va se compenser, et puis on reste dans une espèce de jolis messages politiques, etc. Moi, je crois que c'est pas du tout ça qui va se passer. Je crois que ça va avoir un impact sur les jobs, ça va supprimer 70% des jobs, et ouais, il y en a quelques autres qui seront créés, peut-être 20%, mais le solde net, il y aura 2 fois moins de jobs quand les IA seront en pleine puissance qu'aujourd'hui. Moi, j'en suis absolument convaincu, et je peux vous citer plein d'exemples. Mais juste avant ça, pour vous faire toucher du doigt le sujet, j'ai une question à vous poser. Grosso modo, d'après vous, quel pourcentage de sa vie on passe au travail au sens job?
et quel pourcentage de sa vie, alors on neutralise la vie, on neutralise le sommeil, mais de sa naissance à sa mort, quel pourcentage de sa vie on passe à faire son job? En France? C'est une très bonne question. D'après vous? Combien? 15%? 50%? 70%? En France, on est à 12%. Et quand on regarde au début du 19e siècle, on était à 60%. Parce qu'il y avait moins de week-ends, il y avait moins de vacances, et puis on bossait plus chaque jour, etc. Vous prenez tout de suite qu'on est passé de 60% à 12%. D'ailleurs, finalement, si on passe de 12 à 6, si on divise par 2, est-ce que c'est un tel drame? Voilà. Donc je veux juste mettre en perspective qu'on reste sur des images où on voit qu'un petit bout du sujet. Globalement, les gens passent beaucoup plus de temps en retraite, en vacances, en trucs, les activités, le meilleur pâtissier, le meilleur forgeron, le meilleur fabricant de vitraux, le meilleur... il y en a de partout parce qu'en fait les gens ont aussi du temps pour ça, hein. On remplit aussi sa vie avec des choses qu'on aime bien, qui sont des passions, ce qui n'était pas forcément le cas avant. Donc la dynamique, c'est effectivement il y a de moins en moins de travail. Alors en France c'est encore pire qu'ailleurs, donc ça c'est sûr qu'en France il vaut mieux qu'on arrive à rééquilibrer, mais voilà, l'IA va contribuer à ça. Et j'entendais dire, et tu as absolument raison Olivier, l'IA va aider sur la médecine, mais il faut mesurer du doigt des choses qui ne viennent pas de moi, donc vous les avez peut-être déjà lues et perçues aussi. Ils ont fait des tas de tests pour savoir faire des diagnostics par des médecins, diagnostics et traitements pour des patients. Ils l'ont fait faire par des médecins, puis ils ont comparé en faisant faire par des IA, qui sont bien meilleurs, puis après ils ont fait le truc en disant on va faire des IA accompagnés, enfin des médecins soutenus et boostés par des IA, et ça donne quoi ça? C'est moins bon que les IA toutes seules. C'est-à-dire que quand vous mettez des médecins humains à côté des IA pour faire des diagnostics, etc., les médecins humains, ils dégradent en fait les résultats. Alors on peut dire, on s'en fout si c'est pour des choses bénignes de tous les jours, etc., mais le jour où vous aurez un vrai problème pour vous, pour un de vos enfants, bah, demain vous allez dire quoi? Non, je veux pas que ce soit un humain, moi je veux que ce soit une IA qui fasse le diagnostic et le traitement. Et donc on va aller vers vraiment une révolution dans le domaine médical. Et quand je dis une révolution, peut-être 90% des médecins en moins. Je ne dis pas ça des infirmières, parce qu'il y a toujours cette interaction avec le monde réel quand il faut piquer ou mettre des trucs, et on ne parle pas de la même chose. Mais oui, ça va arriver. Vous le savez tous sur les cabinets d'avocats, vous le savez tous sur... on veut moins le savoir sur les développeurs, mais... les générateurs de code, ils sont... allez, on a tous essayé, et puis on a tous dit, avec un petit sourire jaune, que c'est pas encore ça quand même, hein, on n'en est pas là. Ok, si on se place là aujourd'hui, mais si on se projette dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, enfin, un horizon de temps qui est quand même assez court, et ça va continuer à progresser à la vitesse à laquelle ça progresse, mais on n'aura pratiquement plus besoin de développeurs. Et c'est vrai dans tellement de domaines, moi je suis convaincu qu'on va supprimer 70% des jobs. Et je fais le pari de Pascal comme tout le monde, enfin presque, comme tout le monde, en disant j'espère bien qu'il y a 20% de nouveaux jobs qui vont apparaître pour que le solde soit quand même... hein. Mais c'est... Voilà, donc oui, c'est ça que va nous apporter l'IA. Mais en même temps, ça va nous apporter des solutions à des problèmes qu'on ne sait pas régler aujourd'hui, parce qu'ils sont trop compliqués. Je parlais de génie génétique et d'ingénierie génétique. Comme beaucoup, moi j'ai un enfant enfin, dans ma famille qui a une maladie génétique de naissance, et ça fait 50 ans que j'entends dire ça y est, ça avance, on va y arriver, et CRISPR et Cas9 et ci et ça, et les ciseaux génétiques, et, fuck, ça marche toujours pas. Hein. 50 ans après, il n'y a pas grand monde qui a été traité, vraiment soigné par l'ingénierie génétique. Hein. Or, la promesse est là, et on va y arriver un jour. Mais c'est tellement compliqué que heureusement que l'IA nous aidera. Mais c'est vrai aussi sur le défi climatique. Moi, je ne crois pas du tout que Trump ne soit pas au courant et soit contre et soit climato-sceptique. Simplement, c'est juste impossible. Imaginez Macron qui dise « Bon allez, on va y arriver et pour réussir à ça, on va investir 1000 milliards d'euros, 1 milliard d'euros, ou non, 1000 milliards d'euros sur le sujet. Pour ça, on va augmenter les impôts. » Ça fait une révolution tout de suite. Donc en fait, le sujet est juste inextricable. Et donc, on a des sujets, des défis face à nous, dont l'ingénierie génétique, dont l'environnement et d'autres, pour lesquels l'humanité manque de capacité intelligente ou de concertation d'intelligence, enfin, appelez ça comme vous voulez, mais on manque de capacité à régler le problème, à avoir l'intelligence de régler le problème. Et je pense que les IA vont pouvoir nous aider sérieusement.
Donc moi, je vois ça de façon très positive, mais au milieu, il y aura des changements radicaux, des ruptures. Et il y a des choses qui arrivent tout doucement, puis il y a des choses qui n'arrivent pas tout doucement. Non, maintenant, je veux suffisamment blanc pour me souvenir du début au Crédit Agricole où il y avait des secrétaires. Et quand on avait des secrétaires, qu'est-ce qu'elles faisaient? Le matin, elles nous apportaient le courrier, puis nous on faisait des trucs, puis elles partaient, elles redistribuaient le courrier dans tous les étages. Il y avait des secrétaires. Et puis il y a Internet qui est arrivé, et les emails, et puis c'est terminé. Les secrétaires, du jour au lendemain, elles n'ont plus fait ça. Et c'est pas qu'elles se sont reconverties pour faire autre chose, c'est qu'on n'a plus besoin de faire cette tâche. Mais c'est arrivé très très vite, ça. Hein. Et ben le problème, le sujet de ce que disait Olivier à juste titre, c'est que c'est difficile de prévoir, mais c'est difficile de prévoir parce que c'est pas progressif. Il y a des marges d'escalier, on n'arrive pas, on cherche, on tâtonne, et puis boum, tout d'un coup ça arrive, et là ça arrive brutalement, on se le prend en pleine figure. Et moi je pense que ça va arriver, il y a tellement de chercheurs maintenant sur ces sujets, que les différentes marges d'escalier vont être de plus en plus fréquentes. Justement, parce que là, vous adressez donc aux dirigeants du numérique qui doivent dès aujourd'hui préparer la compétitivité et la performance à 10-15 ans, et en définissant une cible aujourd'hui. Donc, vous avez déjà tous les deux un peu répondu à les cas d'usage susceptibles d'arriver. Mais comment faut-il se préparer? Qu'est-ce que vous préconisez aux participants? Qu'est-ce que vous leur préconisez? Quels éléments il faut qu'ils anticipent aujourd'hui pour préparer l'horizon 2040? Alors, je sais tu veux y aller? Allez. Je peux commencer. Alors oui, c'est vrai que la difficulté aujourd'hui, c'est que la technologie, elle est présente, mais on ne sait pas trop comment s'en servir. Et puis, à chaque fois qu'on essaye quelque chose, ça marche, c'est impressionnant au début, mais on s'aperçoit, c'est comme le disait Bruno avec la programmation, si on essaye, ça génère du code, on est bluffé, on se dit « Oh là là, c'est formidable, j'ai plus besoin de développeurs », mais on s'aperçoit « Ah, il y a un bug, ou ça n'a pas fait exactement ce que je voulais, ou il y a des hallucinations, etc. » Donc, il y a un peu ce problème de l'effet waouh au début, ça a l'air de marcher et de pouvoir faire des choses incroyables, mais quand on veut rentrer dans le concret, quand on veut le déployer, quand on veut l'utiliser vraiment, on atteint vite les limitations. Alors, deux choses, il faut d'abord pas retourner en arrière et pas dire bon finalement ça marche pas, on laisse tomber, on oublie. Au contraire, il faut continuer, il faut persévérer. Je pense qu'on est sur ce moment où ça va s'accélérer, comme le disait Bruno, il y a des investissements, il y a tellement de choses qui se passent que si ça marche pas très bien aujourd'hui, ça va marcher beaucoup mieux demain. Et donc il faut s'y mettre tout de suite. Ça c'est le premier point. Deuxième point, c'est concrètement quels sont les cas d'usage qu'on peut envisager et comment aborder ces choses-là. Alors je dirais il y a trois éléments qu'il faut prendre en compte quand on veut savoir où et comment appliquer l'IA dans une entreprise. C'est d'une part la tolérance aux erreurs. C'est-à-dire que si on veut utiliser de l'IA sur un cas concret, il faut savoir si jamais l'IA fait une erreur, est-ce que c'est grave ou pas. Donc, par exemple, je ne sais pas si je veux scanner mon passeport automatiquement et remplir un formulaire automatiquement. Bon, s'il y a une erreur dans le numéro de passeport, ça peut être embêtant. Donc, ce n'est pas forcément le bon cas d'usage. Par contre, générer une image pour illustrer mes slides, bon, si l'image ne correspond pas exactement à ce que je voulais, ce n'est pas grave, ça fait quand même une illustration de mes slides, voire même ça sera un peu humoristique, l'audience va s'en amuser, etc. Donc, des cas d'usage très différents en termes de tolérance aux erreurs. Ensuite, il faut voir si on est capable de vérifier. Souvent, il faut pouvoir introduire une sorte de vérification humaine dans le process. Là encore, pour l'histoire du passeport, je peux vérifier si je fais le scan avec mon IA et je peux vérifier rapidement si le numéro est bon, mais sauf que vérifier le numéro, c'est à peu près aussi long que rentrer le numéro. Donc, j'ai rien gagné. Inversement, pour reprendre le cas d'illustration des slides, vérifier que l'image correspond à peu près à ce que je voulais, c'est très rapide, c'est beaucoup plus rapide que de dessiner l'image moi-même ou de demander à quelqu'un de dessiner ou de chercher une image sur Internet ou je ne sais quoi. Donc, il faut qu'il y ait ce ratio entre les erreurs soient tolérables et que la rapidité et la simplicité de la vérification soient beaucoup plus grandes que le temps qu'il faudrait pour générer la solution. Et donc, quand on a ce ratio-là, c'est là que ça devient intéressant, c'est là qu'on peut gagner quelque chose. Et dernier élément qui est
qu'il faut regarder, c'est est-ce qu'on a une disponibilité de données, et en particulier de données de type langage ou image, parce que c'est là que les IA actuelles excellent. Quand il faut traiter des grandes quantités de documents textuels pour extraire de l'information, pour faire un résumé, pour faire un rapport à partir de documents épars, etc. Quelque chose qui prendrait du temps, mais qui est très facile pour l'IA. C'est là qu'il y a une vraie valeur ajoutée et un gain de productivité important. Donc voilà à peu près les points qu'il faut avoir en tête quand on essaye de chercher des applications dans l'entreprise de l'IA. Oui. Bien sûr. Pour rajouter quelque chose, j'ai le problème, parce que dans mon entreprise aussi, je voudrais utiliser l'IA pour nous aider à faire nos développements, etc. Et très fondamentalement, on a beaucoup réfléchi à comment faire, etc. Très fondamentalement, je n'ai pas de réponse. Comment faire pour intégrer l'IA dans une entreprise? C'est vraiment pas facile. Parce que vous dites, bah, tiens, je vais commencer à regarder. Alors nous, on est une start-up, donc j'ai une petite boîte. On va commencer à regarder des trucs, on regarde des outils. Mais vous trouvez un outil, vous investissez un peu, 15 jours après, il y en a un mieux qui arrive. Et puis vous dites, merde, mais du coup, j'ai pas le bon, il faut que j'investisse sur l'autre. Et puis il n'y a pas que les moteurs d'IA dont on parle tout le temps. Il y a aussi des centaines de boîtes qui développent des outils à côté, qui utilisent de l'IA. Donc en fait, si c'est pour traiter des quantités gigantesques de données, vous avez ça dans votre job, au cœur, vous l'avez déjà fait, vous savez déjà, donc ça c'est facile. Mais pour le reste, eh bien, moi je trouve que c'est pas facile de trouver la réponse. Et la seule réponse que moi j'ai trouvée que je fasse, mais je ne sais pas si c'est la bonne, hein, c'est de dire à toutes mes équipes, utilisez tous, tâtonnez, essayez, explorez, chacun avec des moteurs différents, chacun avec... Et puis après, je vais bien réussir là-dedans à trouver une espèce de fit entre telle personne qui a tel profil et telle façon de penser et qui travaille sur ce sujet, et puis tel outil qu'elle a vu ou tel moteur. Ah tiens, là, elle trouve un truc qui va peut-être nous aider à avancer, qui va peut-être... Mais je ne vois pas d'autre solution que de dire à une large population, pour balayer large avec des états d'esprit différents et puis des outils, tâtonnez, allez-y, ça fait partie de votre job de consommer un petit peu de votre bande passante, à explorer ce que vous pouvez tirer des différents outils d'IA. Il y en a tellement qui sortent tout le temps que juste les suivre pour savoir, ça nous prendrait plusieurs personnes à temps plein, quoi. Enfin, voilà, donc j'ai le même sujet que vous et je pense que c'est un sujet qui est vachement compliqué et qu'on... Voilà. Et en général, ce qu'on fait, quand quelqu'un d'autre dans une autre boîte nous dit « Ah ben moi j'ai fait comme ça, un autre DSI dans une autre banque, ah ben moi j'ai fait ça et ça, ah super, je vais prendre l'idée puis je vais faire pareil. » Ok, mais dans ce cas-là, on est suiveur agile, mais on est suiveur, quoi. Si on veut essayer d'être un peu devant, ben c'est vraiment pas facile, c'est un vrai problème, je trouve. Merci. Alors, dans un autre registre, en fait, il y a Google DeepMind qui a, tout début avril, demandé à se préparer sérieusement à l'arrivée de l'intelligence artificielle générale, qu'elle estime plausible à 2030. Et en effet, de nombreux chercheurs et scientifiques chargés d'atteindre cet objectif s'inquiètent et craignent de diffuser des nouvelles technologies puissantes dans le monde avant d'être sûrs de pouvoir les contrôler. Alors, les quatre grands types de risques qu'ils ont identifiés, c'est l'usage malveillant, des actions non prévues, des erreurs accidentelles et des effets systémiques entre agents d'IA. Et donc, en fait, Google DeepMind plaide pour une régulation et une mobilisation collective, alors que finalement l'attention politique s'est déplacée vers la course à la compétitivité au détriment des enjeux de sécurité. Alors, l'AI Act a pour objectif de répondre finalement à ces enjeux. Je sais qu'entre-temps, là, cette semaine, Google DeepMind a proposé une charte, voilà, mais c'est tout nouveau. Mais donc, ce que j'aimerais vous poser comme question à tous les deux, eh bien, est-ce que l'AI Act répond bien à cet enjeu-là? Voilà, est-ce que le périmètre est bon? Est-ce qu'il y a des choses qui manquent? Est-ce qu'il y a des choses qu'il faudrait ajouter? Alors peut-être que là, Bruno commence et après Olivier. Je me souviens, il y a une 30aine d'années, quelques pays avaient réussi à maîtriser les technologies des bombes atomiques et de fabrication, de tests, et puis après de simulation.
Donc ça y est, la messe était dite en gros sur comment fabriquer et maîtriser la technologie des bombes atomiques. Qu'est-ce qu'ils ont fait? On va faire un mémorandum maintenant, on va interdire à tous les autres, enfin je dis tous les autres, c'est ma façon de le dire, mais c'est tellement dangereux que maintenant il faut maîtriser et plus personne ne traiter anti-prolifération nucléaire et plus personne d'autre ne peut le faire. Comme ça, il n'y a que nous. Hein, on peut le lire comme ça quand même, ce qui s'est passé. Et à plusieurs reprises, depuis quelques années, on a eu Elon Musk, Google, etc., qui ont dit non, mais l'IA c'est dangereux, ça peut Apple, il faut faire un truc, c'est pas possible, on peut pas continuer comme ça, il faut faire un mémorandum, il faut interdire il faut... Et moi, je vois des grands qui se protègent pour dire moi j'ai le truc maintenant, je fais ce que je veux, et les autres on va vous limiter, réduire, interdire, etc. Moi, je le vois vraiment comme ça d'un point de vue géostratégique. Donc surtout, ne suivons pas ça, ne faisons pas ça. Deuxième sujet, le pattern les exemples qui ont été cités, c'était très pertinent, des risques qu'il y a. Grosso modo, on peut citer exactement les mêmes patterns sur 100% des inventions de l'humanité. Quand est arrivé le feu il y a 2 millions d'années, quand est arrivé la vapeur il y a 200 ans, quand est arrivé l'électricité, le nucléaire, il y en a qui ont creusé, qui ont testé, et puis il y a eu des risques d'accidents, et il y a eu des accidents, il y a eu des risques de méchants qui s'en sont saisis, et ils s'en sont saisis, ils l'ont fait, il y a eu tout ça, il y a eu toutes les mêmes choses, mais à quoi est-ce que l'humanité est très bonne? C'est mettre les boucles de contre-réaction, les feedbacks, les encadrements, qui fait que globalement, aujourd'hui, on tire quand même beaucoup plus de bien du feu que de mal, beaucoup plus de bien de la vapeur, du nucléaire, de l'électricité, etc. L'humanité est super bonne à encadrer et à contrôler et à faire qu'on tire le meilleur d'une nouvelle technologie qui arrive. Mais quelle que soit la technologie, c'est vrai de l'IA et de l'IA générale qui va arriver, mais c'est vrai d'Internet, c'est vrai, ça sera vrai du quantique, des ordinateurs quantiques, ça sera vrai de l'ingénierie génétique. Quelle que soit la technologie, il y aura des risques et il y a des gens qui nous expliqueront non, il faut limiter, il faut border, il faut voilà. Et puis ça va faire comme avec le principe de précaution et puis les cellules souches en France, où on a eu le truc, et pas de cellules souches, c'est trop dangereux, c'est trop touchy, etc. Conséquence, 15 ans après, les autres pays ont pris 15 ans d'avance, puis nous, on s'y remet maintenant, et puis voilà, quoi. Donc en fait, moi, je crois qu'il faut plutôt faire confiance à l'humanité, en sachant que le long du chemin, il y a des travers qui se passent, il y a des trucs. Il faut croire en l'exploration darwinienne de toutes les possibilités d'une nouvelle technologie. Il faut avoir une vigilance réactive, j'insiste sur le réactif, il faut avoir une vigilance réactive forte pour encadrer dès qu'on dépasse et dès que ça part un peu en vrille. Mais il ne faut surtout pas couper dès le début. Moi, les AI Act, je suis contre. Enfin, pour moi, ça me fait penser à un skieur nautique qui est traîné par un puissant hors-bord. C'est nous, le skieur nautique, et puis le puissant hors-bord, c'est les GAFA ou c'est d'autres. Et puis on dit non, mais ce qu'on veut, c'est orienter le hors-bord. Ben, faites votre hors-bord. Pourquoi voilà, nous, ce qu'on cherche, c'est en tant que skieur nautique, à essayer d'orienter le hors-bord des Américains et des autres. Et puis, on peut mettre des règles, des comités éthiques, etc. Vous savez combien de personnes, chaque jour, en France, utilisent les Alexa, Siri, etc., enfin, de l'IA dont les valeurs ne sont pas les mêmes que les valeurs européennes? 25 millions. 25 millions de Français, chaque jour, utilisent des IA. Donc, on peut bien faire les comités éthiques, les AI Act, etc. Ça ne va faire que limiter les boîtes européennes. Donc moi, je trouve que c'est... On se trompe de sujet. Je partage ton opinion dans une certaine mesure. Je vois les quelques mots qui sont arrivés. Disons que, alors, tout d'abord, Google n'a pas dit il faut de la régulation pour pouvoir se protéger et garder notre IA pour nous et empêcher les autres d'en faire. Au contraire, je pense qu'en tant que chercheur, je dis souvent, on a depuis un certain temps perdu notre innocence. C'est-à-dire que, comme tu l'as très bien dit, dans toutes les technologies, il y a toujours cette dualité de bénéfices incroyables pour l'humanité et de risques. Et c'est vrai pour l'IA comme pour toutes les autres. Et je pense qu'il y a 10-15 ans, les chercheurs en IA se sont dit « Ah bah tiens, nous aussi, on fait des choses qui pourraient avoir un impact négatif si c'était mal utilisé. » Donc, il faut faire attention. Et depuis 10-15 ans, on a de la recherche sur ces aspects-là, sur quels pourraient être les risques, quels pourraient être les usages mal intentionnés de l'IA, comment on peut introduire des façons de contrôler ce que fait l'IA, etc. Donc ça, c'est un premier point. Il faut investir là-dedans, il faut réfléchir à ce qui pourrait se passer de mal et essayer de l'anticiper. Mais ça ne veut pas dire, et là je te rejoins, ça ne veut pas dire qu'il faut mettre des freins. Parce que
comme on le dit depuis le début de cette intervention, on ne sait pas vraiment prédire ce qui va se passer, comment ça va se passer. Et les gens, et surtout les gens mal intentionnés, sont très créatifs et peuvent trouver des idées tout à fait incroyables d'utilisation des technologies à mauvais escient. Et c'est très difficile de l'anticiper, mais par contre, il faut être réactif. Pour ce qui est de l'AI Act, je pense que l'idée un peu de Google DeepMind et d'autres sociétés, c'est de dire il faut qu'il y ait un cadre juridique, il faut encadrer parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer et il faut être prêt à lever une barrière s'il y a une barrière à lever. Mais il ne faut pas pour autant créer des barrières là où il n'y a pas besoin de barrières. Et donc, tout est dans la nuance. Je pense qu'il faut un AI Act, mais il faut qu'il soit mesuré et il faut surtout qu'il n'entrave pas l'innovation, parce que ça, c'est un peu le pire qui pourrait nous arriver, comme disait Bruno. Et en particulier, et ça c'est un point important, on dit souvent qu'il faut qu'il y ait une cohérence entre pays. Parce qu'évidemment, si l'Europe dit « Ah ben nous, on fait de l'IA propre, on fait de l'IA verte, on fait de l'IA je ne sais comment ben, », on ne va pas faire d'IA. Parce que si on se met un boulet, si avant de rentrer dans la course, on se met un boulet au pied, on est sûr de ne pas la gagner, la course. Donc ça, c'est un point important que malheureusement, et alors on est un peu dans le temple de la régulation européenne, et donc c'est un peu amusant de dire ça ici, mais je pense que le vrai danger de l'Europe, c'est d'une part de ne pas s'entendre entre tous les pays européens et de créer des régulations qui ne seraient pas harmonisées, et aussi de ne pas avoir une régulation qui soit harmonisée au niveau mondial. Parce que si en Europe on ne peut pas faire d'IA, ben on va aller la faire ailleurs. C'est très simple. Donc je pense qu'il faut de la régulation, mais il ne faut pas dire on va être les champions de la régulation. Non, soyons les champions de l'IA avant d'être les champions de la régulation. Merci beaucoup. Alors maintenant, je vous propose de commencer la séance de questions-réponses. Alors, tiens, Patrick. Bonjour, Patrick Laurence Frings, Caisse des dépôts. Une question par rapport aux lois de la robotique qui avaient été imaginées en, je crois, 1942-1943. Est-ce que ça reste d'actualité ou est-ce que c'est complètement dépassé? Est-ce qu'il y a un nouveau paradigme qui permet de répondre de manière un peu systémique justement à la question des risques et donc d'encadrer by design et non pas par des chartes d'utilisation la construction des IA, qu'elles soient sur des réseaux corticaux voilà. Les lois de la robotique ont été écrites par un écrivain de science-fiction qui a passé son temps dans tous ses bouquins et toute son œuvre à montrer qu'elles ne suffisaient pas. Parce que, par exemple, si les robots doivent protéger l'humanité des dangers, ben, le premier danger de l'humanité, c'est elle-même. Donc, on va enfermer tout le monde dans son appartement. Et puis, comme ça... Voilà. Mais en fait, il y aura besoin de mettre des lois et des règles by design à l'intérieur des IA générales et des robots. Et c'est possible. Il y aura besoin de le mettre, je pense. Mais... ça viendra dans un deuxième temps, quoi. Hein, parce que... et pour moi, dans la robotique, j'avais beaucoup travaillé là-dessus à l'époque. En fait, il manque pas grand-chose, mais il manque juste une loi qui est, je ne sais pas la qualifier, mais que j'appellerais la loi d'amour. C'est-à-dire, il manquerait une loi dans laquelle les robots mettent les humains au-dessus de tous les humains, autant qu'individus et en tant qu'humanité, au-dessus de tout, enfin une espèce de loi d'amour des robots vis-à-vis de l'humanité. Moyennant quoi, si on rajoute ce genre de loi, ça ne veut rien dire, hein, c'est juste une idée, un feeling, toutes les démonstrations d'Asimov disant que ces lois ne suffisent pas tombent. En fait, ça suffirait. Mais je pense que oui, on va faire des choses comme ça. By design, il faut mettre des lois qui auto-limitent. Ouais. Oui, moi je voudrais, merci Jean-Claude Laroche, groupe EDF, je voudrais revenir sur un point, parce qu'il y a une petite musique là qui se développe en ce moment, selon laquelle l'Europe serait le temple de la réglementation et que cette réglementation tuerait l'innovation, etc. Je voudrais souligner à quel point ce propos est caricatural et à quel point il est faux. Je prends l'exemple des États-Unis, par exemple, sur l'intelligence artificielle. On nous explique qu'en Europe, on commence par réglementer et on réglemente extraordinairement avec les AI Act, etc. Moi, il se trouve que je travaille dans le domaine nucléaire en ce moment et que ceux qui sont en train d'amener les régulations les plus dures en matière d'intelligence artificielle, qui vont bien plus loin que les AI Act, ce sont les Américains, les Canadiens et les Anglais, qui ont présenté un projet de régulation à l'AIEA l'an dernier, que je vous invite à aller regarder,
qui va bien plus loin que les AI Act. Et donc, je pense qu'on est en train de se tirer une balle dans le pied en tirant sur la régulation européenne. On a un modèle de civilisation qui consiste à dire faisons de l'innovation, mais faisons-la de manière responsable. Et la responsabilité, ça fait partie de notre valeur ajoutée. Donc, je voudrais souligner à quel point ce discours qui se développe est un discours suicidaire. La régulation, il n'en faut pas trop, mais il faut une régulation équilibrée. C'est ce que vous avez dit. D'ailleurs, moi, je suis parfaitement d'accord pour dire qu'il faut de la vigilance et de la réactivité. Et qu'y compris dans la manière dont on construit la norme, il y a probablement des choses à revoir. Mais je pense que le discours qui est en train de se développer aujourd'hui autour de la régulation en Europe est un discours dangereux. Voilà, je voulais vous faire part de ce point de vue. Oui. En fait, je suis d'accord avec vous. Quand je disais il faut faire attention à ne pas surréguler, je suis d'accord sur le fait, et d'ailleurs, comme vous l'avez dit, Google DeepMind est le premier à dire il faut une régulation de l'intelligence artificielle. On a été les premiers à investir dans la responsabilité et dans l'éthique dans l'intelligence artificielle, à établir des chartes. Donc oui, il faut faire ça, et il faut le faire de façon réactive, agile, et ne pas trop anticiper. Mais je pense que ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a un bénéfice à ce que l'IA soit développée de façon harmonieuse dans tous les pays. Et il faut pour ça avoir une sorte de coordination internationale, je pense. Il ne faut pas que chaque pays... Malheureusement, on est dans un monde qui érige des barrières, et chaque pays ou chaque bloc se recentre un peu sur lui-même, ce qui est contraire à justement ce dont on aurait besoin, qui est une harmonisation des régulations, un partage des idées, parce que, alors pour revenir un peu sur cette question du contrôle et des lois de la robotique, etc., c'est-à-dire si on veut pouvoir contrôler ces systèmes qu'on déploie, il faut pouvoir s'entendre sur quelles sont les valeurs qu'on veut leur donner. Et là aussi, il y a une question d'harmonisation des valeurs. Qu'est-ce qu'on veut que l'IA soit? Est-ce que c'est de l'amour? Est-ce que c'est du respect de l'humanité, etc. Si on n'a pas tous la même conception de ce qu'on veut inculquer à nos IA, ça va être très compliqué. Donc, je pense qu'il faut une harmonisation à la fois des lois, mais aussi des valeurs. Donc, non, mais ça, c'est un fait, que chaque pays a ses valeurs. On n'a pas d'harmonisation des valeurs. Tu ne vas pas changer ça. Non, mais il y a des valeurs fondamentales humaines qu'on peut essayer de... Je ne suis pas sûr qu'on les partage, même les fondamentales. Peut-être. Et quant à ce que vous dites, je suis d'accord, mais la réalité à la tête dure quand même. Aujourd'hui, concrètement, en France, enfin en Europe, on a un AI Act et on n'a pas de leader mondial européen de l'IA. Alors, je vais prendre... il y avait... Alors, vous... Alexandre aussi. Oui, et après Alexandre. Oui, merci. En fait, en vous écoutant, chaque fois que je lis et chaque fois que je... Peut-être juste présentez-vous. Oui, pardon, Jean-Paul Alibert, T-Systèmes Deutsche Telekom. Que je lis ou que j'entends sur l'IA, je pense à mes enfants et mes petits-enfants. Et il y a un sujet qui me préoccupe, en fait, c'est l'homme augmenté. Et quand je lis, quand je vois le nom de votre entreprise et quand je vous écoute, je me pose la question de savoir quelles sont les limites auxquelles vous pensez vous mettre vous-même, que la Silicon Valley pense se mettre elle-même par rapport à l'augmenté, pour éviter, moi quand j'écoute Musk, je pense quand même beaucoup à un projet de société qui ne me tente pas du tout sur l'homme augmenté, qu'on pourrait un peu appeler l'eugénisme technologique. Donc quelle est votre opinion et quelles sont les opinions autour de ce sujet? Alors, pour répondre à la fois d'un point de vue personnel et en tant que représentant de Google, on n'a pas chez Google de travaux spécifiques sur l'augmentation. On développe des outils software qui peuvent être utilisés par les gens pour faire des tas de choses, mais on n'a pas pour l'instant de travaux spécifiques sur l'augmentation au sens chip implanté dans le cerveau. Maintenant, je pense que je suis d'accord qu'il y a un vrai danger. Là, on bascule, on passe une frontière peut-être psychologique, mais il ne faut pas pour autant tout de suite dire « Ah non, là, on ne veut pas de ça ». Je pense que comme toutes les technologies, il y a des façons tout à fait positives de les utiliser. Par exemple, pour des gens qui ont des handicaps, si ça permet de... Ça, c'est l'homme réparé, pas l'homme augmenté. Pardon? Ça, c'est l'homme réparé, c'est pas l'homme augmenté. Oui, mais de la même façon, je pense que
enfin, en tout cas, je dirais pas, n'en faisons pas du tout, parce que ça peut avoir, on peut imaginer des tas d'applications bénéfiques aussi, même en étant augmenté. On prend des vitamines pour être plus en forme. Bon, pourquoi pas d'autres façons d'être plus en forme ou d'être plus performant ou des choses comme ça. Je dirais pas que c'est nécessairement un tabou. Maintenant, je suis d'accord, il faut le faire avec mesure et en prenant en compte les dangers que ça représente, comme pour toutes les technologies. Il y a une question de temporalité pour moi derrière cette question. C'est-à-dire que si on se projette dans longtemps, transhumanisme, etc., on voit des changements radicaux, on se dit oulala, oulala, oulala. Et puis, mais dans la vraie vie, ça va se faire de façon graduelle. Et je veux citer deux choses. Je rejoins un peu ce que tu as dit, mais la chirurgie esthétique, c'est pas vraiment de l'homme réparé. Donc on peut imaginer des choses. Et indépendamment de ça, j'ai découvert, moi, il n'y a pas très longtemps, vous le savez peut-être tous depuis longtemps, mais j'ai découvert il n'y a pas très très longtemps que pendant la Deuxième Guerre mondiale, les Allemands ont utilisé tout l'arsenal chimique de drogue, etc., pour essayer de booster leurs soldats, et que ça se fait déjà aujourd'hui avec de l'ingénierie génétique. Il y a déjà des tests qui sont faits pour rendre plus résistants. Donc, par petits pas, pour moi, il y a des tas de choses qui vont se faire, et on va être comme les grenouilles dans la casserole d'eau froide qui va se mettre à bouillir. Petit à petit, on va s'habituer, et je ne sais pas si on va sortir de la casserole à un moment donné. C'est un vrai sujet, je n'ai pas de réponse, mais voilà, moi je veux juste mettre une perspective de temporalité. Vous savez comme moi qu'en Chine aujourd'hui, enfin vous savez comme moi, j'en sais rien, je suis très intéressé par ces sujets d'ingénierie génétique. Une façon de choisir ses enfants, des enfants qu'on a, c'est de faire de la fécondation in vitro. On fait plusieurs embryons, on fait une analyse génétique sur chacun des embryons et on choisit celui qu'on veut réimplanter. Voilà, ça se fait. Et on veut un garçon, on veut une fille, on veut. Alors ils espèrent réussir à trouver des gènes qui codent pour plus d'intelligence, plus grand, plus. C'est des choses qui se font et on peut trouver ça horrible, mais si on se rappelle que jusqu'à il n'y a pas très longtemps, la contrepartie de ça, c'était on tuait les filles à la naissance. Je ne sais pas si c'est pire ou moins bien, quoi. Mais c'est des questions qui sont pas. Enfin, on n'est pas plus que vous là-dedans. On a juste notre bon sens et nos valeurs. C'est pas simple comme question. Alexandre. Bon, on arrive sur les sujets d'éthique. Je suis Alexandre Zapolski, je suis le fondateur et le président de l'Inagora, qui a créé une communauté qui s'appelle OpenLLM France. Il y a 1200 chercheurs francophones dans le domaine de l'IA qui travaillent ensemble avec un objectif commun qui est de créer une IA générative réellement open source, multimodale. On a livré un premier modèle qui s'appelle Lucie, qui a beaucoup fait parler d'elle. Bon, comme toutes les HPI, elle a été finalement mal comprise. Mais comme toutes les HPI, elle va finir par vous surprendre. Ma question, c'est, Olivier, vous êtes un chercheur et un brillant chercheur. Vous travaillez dans une entreprise qui est Google DeepMind. Dans quelle mesure, dans le fond, vous avez, à titre personnel, le souhait, à un moment donné, de participer ou de co-construire, justement, des modèles d'IA peut-être plus éthiques, plus universels? Est-ce que c'est quelque chose qui... Là, je parle à l'homme, en fait, en tant que tel. J'aimerais avoir votre point de vue là-dessus. Comment on conjugue, finalement... Parce que j'imagine que vous êtes interrogé par ces sujets-là à titre personnel, et je voudrais connaître votre réaction et votre point de vue sur ce sujet. Et puis je voudrais vous entendre sur un sujet aussi un peu plus architecture de système. Google a lancé l'open source A2A, Agent to Agent, qui est un nouveau protocole pour l'IA agentique, qui permet finalement d'imaginer peut-être demain un modèle plus décentralisé de l'IA et qui est, de notre point de vue, peut-être l'alternative à des modèles ultra centralisés de type OpenAI. Qu'est-ce que vous pourriez nous en dire et est-ce que vous pourriez partager quelques-unes de vos convictions? Et là, voilà, plus d'un point de vue architecture, système d'information et du futur de l'IA, la partie perso et la partie pro. Oui, avec plaisir. Alors oui, tout d'abord, en tant que chercheur, effectivement, mon but premier, c'est de faire avancer la science. Et donc de le faire en participant à une communauté internationale de scientifiques
et donc de partager ce que je découvre et de me nourrir de ce que les autres découvrent. Et donc ça, c'est un peu... Moi, j'ai toujours publié mes résultats. Chez Google, on a la chance de pouvoir le faire et d'avoir contribué significativement aux publications et à l'avancée de ces technologies. Donc ça, c'est un principe fondamental. On ne peut pas empêcher nos chercheurs de publier, on ne peut pas empêcher nos chercheurs de vouloir partager le résultat de leur recherche. Maintenant, il faut conjuguer ça avec les impératifs de l'entreprise, les questions de compétitivité ou de garder une sorte d'avantage compétitif, etc. Donc, c'est toujours très délicat et en tant que chercheur, je suis directement impacté par le fait de devoir faire des choix sur est-ce que, voilà, on a une nouvelle idée, un nouvel algorithme, est-ce qu'on le publie directement tout de suite ou est-ce qu'on attend un peu? Et en fait, le choix qu'on fait, c'est de se dire, bon, mais s'il y a une possibilité de l'utiliser dans nos produits d'abord, avant de le partager avec l'extérieur, on va essayer de le faire. Mais tout en ayant l'idée qu'on va le partager. Et d'ailleurs, c'est un peu, moi, quand j'embauche des chercheurs, si on leur dit, très bien, vous pouvez faire de la recherche sur des choses très intéressantes, vous allez avoir accès à des tas de données, de ressources, de calculs, etc., mais vous n'allez pas pouvoir publier. Ben là, les gens s'en vont directement. Donc ça, c'est un point fondamental pour les chercheurs, et c'est ce qui attire les chercheurs. Et donc, la question qui se pose, c'est comment articuler ça. Pour moi, je dirais que j'aimerais pouvoir le faire encore plus, et à la fois publier mes résultats encore plus rapidement et de façon plus ouverte, mais bien sûr, il faut trouver le bon équilibre entre les deux. Pour ce qui est de la question des systèmes ouverts, etc., je pense que là encore, chez Google, on a l'avantage d'avoir un track record assez important de contribution à de l'open source. J'ai récemment moi-même développé une librairie d'open source pour interagir avec les large language models. Et ça aussi, c'est quelque chose qui, de toute façon, on voit bien qu'il y a un bénéfice clair à faire de l'open source, à partager à la fois les systèmes, les protocoles, etc., parce que l'écosystème bénéficie de tout ça et on en retire encore plus que ce qu'on y met en général. Donc là aussi, c'est une stratégie d'entreprise de faire de l'open source ou de trouver un bon équilibre entre les différentes offres. C'est-à-dire qu'on a par exemple nos modèles Gemini, qui sont les modèles closed source, on va dire, qui sont des modèles très puissants, mais qu'on met à disposition à travers des API. On a aussi les modèles Gemma, qui sont des modèles open weights. Donc là, c'est un modèle que vous pouvez télécharger et utiliser comme bon vous semble. Donc ça, c'est le pendant un peu plus ouvert, on va dire. Et après, on a de la contribution open source à différents degrés. Donc en fait, on va pas dire que tout est ouvert et tout est open source, évidemment. On a des contraintes à satisfaire, mais on essaye au mieux de contribuer à la fois d'un point de vue scientifique, d'un point de vue code, d'un point de vue architecture, d'un point de vue modèle qu'on partage, etc. Donc voilà un peu comment on voit les choses. Je sais pas si ça... Et alors oui, sur les agents particulièrement, je pense que on va vers un monde où il va y avoir une interaction entre différents systèmes. Il va y avoir évidemment, donc quand on se projette dans cette idée des agents, on peut imaginer qu'il va y avoir des agents qui seront des modèles qui tournent, auxquels on n'a accès que via des API, des modèles qui tournent en local, des modèles qui sont customisés, et donc tout ça va s'orchestrer, et je pense que l'interopérabilité est cruciale. Et pour nous comme pour d'autres, c'est toujours la même chose. C'est qu'à chaque fois que, d'ailleurs, on a fait l'erreur plein de fois chez Google de se dire on va développer une technologie et on va la garder pour nous. Mais sauf que quand on fait ça, personne s'en sert. Quand on embauche des gens, ils ne connaissent pas la technologie. On l'a vu avec MapReduce. Et on a essayé de ne pas faire l'erreur quand on a fait TensorFlow.
TensorFlow, on a dit tout de suite, on va le faire en open source parce que justement, on veut créer un écosystème. Et je pense que là, on est en plein dedans, d'essayer à chaque fois qu'on développe un protocole, de le mettre en open source pour que justement créer cette dynamique, cette interopérabilité qui permet de se nourrir des contributions externes et ainsi de suite. Alors, on a le temps encore pour 2 questions. Alors, pardon. Oui, bonjour, Hervé Ferrouillat, du cabinet de stratégie digitale ISG. Pensez-vous que les citoyens, nos concitoyens, soient en fait suffisamment informés aujourd'hui pour pouvoir comprendre, percevoir et participer au débat sur l'IA? Et la même question concernant nos hommes politiques et femmes politiques. Sur les hommes et femmes politiques, pas du tout, très très loin. Et moi, à titre personnel, c'est quelque chose que je regrette, c'est qu'on n'a plus, je trouve, d'hommes politiques, ou très peu d'hommes politiques qui sont des scientifiques. On a eu ça dans le passé, et ça a donné des grandes réalisations. Là, on a surtout des juristes, ou surtout des... Enfin, voilà, et je trouve que c'est... ils comprennent pas les sujets. Du coup, ils se les font expliquer, mais ils ne les comprennent pas de la même façon. Et du coup, les décisions sont prises plus sur un plan purement politique ou sur un plan... et je trouve que ce n'est pas la bonne solution. Donc moi, je trouve que c'est un de nos travers, mais c'est un travers plus général. Enfin, il y avait des questions dans ce qui avait été préparé sur l'Europe aussi. C'est un travers plus général de l'Europe. C'est qu'on a une Europe où finalement on a une communauté juridique et on réagit par des réponses juridiques à des sujets qui sont parfois... il faut y aller militairement, il faut y aller... donc je trouve que c'est grave, c'est dangereux, c'est grave et c'est un problème chez les politiques. Chez le grand public, j'en sais rien. C'est-à-dire que bien sûr qu'ils ne connaissent pas tout, mais le grand public au sens collectif a un sacré bon sens, je trouve. Ce qui émerge pour moi de ce que je vois, c'est beaucoup de bon sens. Et sur ces sujets-là, j'aurais plus confiance au grand public qu'aux hommes politiques. Oui, je suis assez d'accord. Mais je pense qu'il faut rajouter quelque chose, qui est que malheureusement, le grand public, comme les hommes politiques, ne sont pas assez éduqués sur ces sujets-là. Et je pense qu'il y a un énorme travail à faire d'éducation. Et je pense que voilà, pour tous ces gens, pour vous tous qui êtes dans ce domaine du numérique, il faut faire plus pour éduquer, pour expliquer les technologies, pour que les gens qui les utilisent comprennent ce qu'il y a derrière et ne soient pas manipulés par ce qu'on entend, le sensationnel qu'on entend dans les médias, et pour comprendre concrètement ce que ça veut dire et quelles sont les implications. Donc il y a un vrai devoir d'éducation. Merci. Donc la dernière question, oui. Merci. Donc Arnaud Muller, cofondateur de Clérop. J'avais 2 questions courtes. Donc la première en fait concerne les programmes de collaboration de Google DeepMind sur les volets très industriels entre justement cette puissance qui est DeepMind et on va dire les acteurs de la filière du numérique un peu piliers, donc que ce soit des Mistral, des Dassault Systèmes ou autres. Est-ce qu'il y a des collaborations aujourd'hui opérationnelles, effectives, très orientées, production de commun pour gagner ensemble? Donc ça, c'est ma première question. Et la deuxième question, mais qui peut être aussi répondue, c'est que pensez-vous en fait d'une approche qui est très open source by design au niveau européen, avec la capacité de créer des modèles entreprises dessus? Alors sur les collaborations, de mon point de vue, je n'ai pas une connaissance étendue de tout ce qui se fait. La seule chose que je peux citer, c'est une collaboration assez récente avec Thales. Ça s'appelle Sens, c'est une joint venture avec Thales. Alors il y a peut-être un DSI de Thales dans la salle. Et l'idée étant de mettre en commun à la fois la compétence de Thales en termes de cloud souverain, de cybersécurité, etc., et la technologie de Google sur le cloud. Donc avec l'idée que Sens, cette joint venture, peut proposer un cloud souverain en utilisant des technologies Google. Donc ça, c'est un exemple qui permet de... Je pensais plus à la partie recherche et développement, en fait, au sens programme de recherche et développement, sur la partie amont, donc sur des TRL un petit peu plus faibles. D'accord. Alors, sur la partie recherche, on n'a pas de collaboration avec des entreprises privées, ou quasiment pas, on va dire. L'essentiel de nos collaborations sont avec des universités ou des institutions publiques de recherche.
Et il y avait une deuxième question. Oui, la deuxième question était sur l'open source, justement, que Google pratique énormément et qui a probablement fait partie aussi de son succès. Est-ce que vous pensez justement qu'il y a une voie au niveau des communs numériques et de l'open source qu'on devrait adopter de manière peut-être plus affirmée? Oui, comme je disais avant, je pense que c'est une voie que Google a poussée, mais peut-être avec un peu de retard. On n'a peut-être pas assez fait au début. Et je pense que je me bats pour qu'on le fasse encore plus, qu'on partage le résultat de nos recherches et sous la forme de programmes open source. Ouais. Bon, alors écoutez, je crois qu'on va... Bon, alors, quand même, mon président... Merci beaucoup. Je voudrais poser une question parce que la LIA prend beaucoup de place et j'avais une question sur la robotique humanoïde pour équilibrer l'attention et je suis tout à fait d'accord avec le fait que la robotique humanoïde est beaucoup plus que le brain et la partie à l'intérieur. J'ai eu l'occasion, il y a une semaine, de passer du temps avec des chercheurs à Stanford qui travaillaient exactement sur la partie AI plus humain égale une solution qui fait moins le job. Et donc des chercheurs qui développaient des jumeaux numériques pour essayer de voir comment influencer et travailler sur la plasticité neuronale côté humain, de telle sorte que l'humain voyage, on va dire, un peu mieux dans cette grande histoire. Et une des choses qu'ils ont partagé avec moi m'avait frappé, c'est de dire, peut-être qu'au début, quand on dit robotique humanoïde, le terme de vouloir faire des robots quelque chose d'humanoïde est peut-être justement le mauvais premier pas, et que le fait de vouloir qu'il ressemble à quelque chose d'humanoïde provoquait déjà quelque chose côté humain, qui l'emmenait dans un sens qui n'était pas forcément le compagnonnage qu'on espérait. Alors pourquoi ces robots-là veulent-ils forcément faire démonstration non pas de leur force et de leur intelligence, mais ressembler à l'humain? Parce que... En une minute, s'il te plaît, ouais. Bruno. Selon l'objectif de ton robot, enfin la fonction définit la forme. Si le but de ton robot, c'est d'aspirer, il a intérêt à être plat et à aller sous les meubles. Mais si le but de ton robot, c'est d'interagir avec des humains, on sait tous que la communication, c'est pas d'abord des mots. C'est aussi des mots, mais c'est d'abord du body language, c'est d'abord tout un tas de choses qui sont incarnées dans une forme humanoïde. Et donc, pour moi, si la fonction principale, c'est d'interagir avec des humains pour être accepté chez des personnes âgées, dans les hôpitaux, etc., il faut qu'il ait une forme humanoïde. Mais humanoïde ne veut pas dire ressembler à un humain avec une peau artificielle, etc., comme certains le font. Hein. C'est pas androïde. On peut très bien faire ça. C'est le nombre de robots, effectivement, c'est le nombre de robots dont la face sortent forcément des dessins animés un peu caricaturaux qu'on retrouve aussi dans les robots chiens, dans les EHPAD japonaises. Mais tu as besoin d'avoir des bras, une tête, des yeux, des sourcils, etc., même s'ils ne ressemblent pas aux nôtres, mais tu as besoin d'avoir tout ça pour pouvoir avoir une communication naturelle. Voilà. Mesdames et messieurs, merci.